On entend beaucoup parler de la biodiversité depuis ces dernières décennies, qui est mise en avant pour en vanter notamment la beauté, à travers des images d'animaux charismatiques ou de paysages grandioses, ou encore l'importance qu'elle revêt pour les humains. Je suis attaché à cette forêt car c'est ici que mes ancêtres ont vécu et c'est ici que je suis né. Le paysage ici est magnifique. Après le repas, nous profitons de l'ombre et de la fraîcheur des arbres. Mais plus encore, cette forêt est notre source de vie. Cette attention grandissante pour la biodiversité témoigne en partie des inquiétudes dont elle fait l'objet et des menaces qui pèsent sur elle. Changement climatique, déforestation, destruction d'habitats écologiques, extinction d'espèces. Et au-delà de la biodiversité, c'est toute la relation des humains aux autres êtres vivants qui en est fragilisée. Derrière nous se trouve le lac Raveloubé, l'un des lacs sacrés du parc d'Ankarafansk. Autrefois, crocodiles et habitants coexistaient en harmonie. Les gens se baignaient sans crainte, malgré la présence des crocodiles. Mais récemment, des incidents ont éclaté. La pêche à la maille est interdite ici, mais certains la pratiquent illégalement, réduisant ainsi les ressources en poissons pour les crocodiles. En conséquence, ces derniers s'en prennent désormais à la population. Tout le monde est globalement d'accord, scientifiques, politiques et citoyens-citoyennes, sur la nécessité de mieux prendre soin de la biodiversité. Mais pourquoi exactement? En quoi la biodiversité est-elle importante pour tout un chacun? Autrement dit, quelles sont toutes ces valeurs? C'est une question cruciale à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Pour illustrer nos propos, nous allons zoomer sur Madagascar, et plus particulièrement sur le parc national d'Ankarafansk, situé au nord-ouest, qui est l'une des plus grandes aires protégées du pays et dans laquelle des humains habitent. Ici comme ailleurs, la conservation de la biodiversité doit donc aller de pair avec l'amélioration du bien-être humain. Si la biodiversité a une définition claire pour les scientifiques, c'est un terme qui est loin d'être familier pour tout le monde. Le terme biodiversité, qui est un mot français qui n'a pas de traduction en malgache, est un mot quasi inconnu par la majorité de la communauté non scientifique à Madagascar. Un petit rappel s'impose. Donc le terme de biodiversité est un terme récent apparu à la fin des années 80 pour désigner la diversité biologique, c'est-à-dire la diversité de toutes les formes de vie à différents niveaux. Donc au niveau le plus élevé, on a la diversité des écosystèmes et des habitats. Donc ça va être la diversité des forêts, la diversité des savanes, la diversité des milieux lacustres, des milieux littoraux, des océans, mais également la diversité des paysages agricoles, des rizières et des zones de culture pluviales. Donc tous ces écosystèmes, ce sont les lieux de vie de différentes espèces, et donc c'est un deuxième niveau de la biodiversité qui englobe tous les animaux, les mammifères, les poissons, mais également les plantes, comme les arbres et les plantes herbacées, mais aussi, il ne faut pas les oublier, les champignons, les bactéries et tous les insectes. Au plus petit niveau, on parle de la diversité des gènes qui rendent chaque individu unique. Donc les gènes, ce sont des composés au sein de chaque cellule de chaque être vivant qui rendent chaque être vivant unique.
Un peu comme on peut voir dans la population humaine, des êtres humains qui sont tous différents les uns des autres. En d'autres termes, la biodiversité, ça regroupe toutes les formes de vie qui font que la planète est telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce rappel étant fait, nous allons maintenant faire le point sur toutes les raisons qui rendent la biodiversité importante. Autrement dit, sur ce que certains scientifiques appellent les valeurs de la biodiversité. On peut en distinguer 3 grands types: la valeur instrumentale, la valeur relationnelle et la valeur intrinsèque. Alors, le premier type de valeur que l'on va considérer lorsqu'on parle de valeur de la biodiversité est ce qu'on appelle la valeur instrumentale. Donc, dans le cadre de cette valeur instrumentale, on va considérer le fait que la biodiversité fournit des ressources, fournit des services aux êtres humains. Et donc, ces services, qui sont les services écosystémiques, sont divisés en plusieurs catégories. Donc, on a d'abord les services de soutien ou de support, qui sont les services à la base des autres services. Par exemple, la production d'oxygène, la formation des sols, etc. Puis nous avons les services d'approvisionnement, qui sont toutes les ressources que nous tirons de la biodiversité. Je possède des manguiers dont les fruits peuvent peser jusqu'à 1 kg. Je vends ces mangues au bord de la route nationale. Ensuite, nous avons les services de régulation, qui sont ceux qui permettent de maintenir un certain équilibre, une certaine qualité de notre environnement, mais aussi de modérer ou réguler les phénomènes naturels. Donc, il s'agit entre autres de la régulation du climat, de la qualité de l'air, de la qualité des eaux, de la pollinisation. Donc, par exemple, les papillons ont un rôle de pollinisateur. Enfin, nous avons les services culturels, socioculturels ou encore spirituels, qui désignent finalement tout ce qui est non matériel et qui nous est apporté grâce à notre lien avec la nature. On peut par exemple associer ces services au tourisme. Autrement dit, cette notion de service écosystémique insiste sur les bénéfices que les êtres humains tirent de la biodiversité, à la fois d'un point de vue matériel et immatériel. Cette notion présente donc la biodiversité comme un instrument au service du bien-être humain, d'où sa dénomination de valeur instrumentale. Et une des caractéristiques des services écosystémiques est qu'ils sont substituables. Si une forêt fournissant des matériaux de construction est détruite, on peut toujours trouver ces matériaux dans une autre forêt. Un deuxième grand type de valeur propose une vision moins utilitariste de la biodiversité. C'est la valeur relationnelle. Cette dernière correspond à l'importance des liens intimes et spécifiques que les humains tissent avec la biodiversité. Par exemple, à Madagascar, le ravenal, le riz, les zébus ou encore les lémuriens contribuent à l'identité du pays et de sa population. De manière plus fine, chaque personne se lie et s'identifie à des lieux et des espèces avec lesquelles elle a grandi, interagit et avec lesquelles elle développe des relations de réciprocité et de soins envers ces lieux et ces espèces. Ces liens contribuent à donner du sens à l'existence humaine. On retrouve par exemple ce type de valeur dans le parc d'un Karafansk, dans des lieux nommés Douane. Cet endroit revêt une grande importance pour la population locale. C'est ici que les gens adressent leurs prières à leurs ancêtres. Le seul lieu où les vivants et les morts se rejoignent. Donc dans cet exemple sur le Douani, on peut voir que la valeur est associée à un lieu bien spécifique et c'est une caractéristique des valeurs relationnelles
c'est que les entités dont dépendent ces relations ne sont pas substituables. Donc si ce lieu est détruit, c'est toutes les valeurs qui vont avec qui sont détruites et on ne peut pas retrouver ces valeurs ailleurs, contrairement aux valeurs instrumentales. Enfin, le dernier grand type de valeur est la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est la valeur en soi de la biodiversité, indépendamment des intérêts pour les humains. On va donc considérer que cette valeur permet aussi d'assurer une coexistence au sein de notre planète entre humains et biodiversité. Dans certains pays, on va même jusqu'à faire de la biodiversité un sujet de droit en tant que tel pour mieux la défendre et assurer son existence. Il est important de conserver la forêt de paysage en Karafansk parce que c'est dans cette forêt que se trouve l'habitat des diverses biodiversités comme les lémuriens, les oiseaux, qui sont considérés le plus important en termes d'endémicité locale. Nous avons donc vu en quoi la biodiversité est importante, en distinguant 3 grands types de valeurs, instrumentales, relationnelles et intrinsèques. Un des défis clés pour la recherche sur les valeurs de la biodiversité, c'est de comprendre quelles sont les valeurs que chaque individu ou chaque groupe associe à différents lieux, à différentes entités, puisque des différences de valeurs peuvent être à l'origine de tensions ou de conflits. Donc par exemple, on peut avoir des tensions entre des valeurs récréatives de touristes qui souhaitent visiter des espaces et des valeurs d'ordre relationnel des populations qui vivent dans ces espaces et qui considèrent que certains espaces sont sacrés et ne doivent pas être visités. Cela nous amène à une deuxième grande question. Comment peut-on évaluer ou tenir compte de toutes ces valeurs de la biodiversité? On peut distinguer 3 grands types de méthodes pour évaluer les valeurs de la biodiversité. On parle des méthodes biophysiques ou écologiques, des méthodes monétaires et des méthodes plutôt socioculturelles. On peut distinguer au sein de ces méthodes des approches qualitatives, où on va plutôt être sur des dires d'experts ou interroger la population locale par exemple, et des méthodes quantitatives où on va mesurer des indicateurs monétaires ou bien des méthodes basées sur des mesures écologiques. Nous allons illustrer ces différentes méthodes par des cas d'études. Dans ce premier exemple, des scientifiques combinent méthodes biophysiques et monétaires afin d'évaluer les valeurs que fournissent les mangroves à Antchem, aire protégée au nord de Madagascar. Alors, sur ce slide-là, on voit 2 types de mangroves. À gauche, vous avez les mangroves denses. Il y a beaucoup moins de rayonnement solaire qui pénètre à l'intérieur de la mangrove. Le rayonnement est fortement réfléchi vers le haut et c'est ce qui va être capturé par les satellites. Par contre, pour la mangrove à droite, qui est une mangrove dégradée, il y a beaucoup plus de rayonnement qui pénètre à l'intérieur et beaucoup moins de rayonnement qui soit réfléchi vers le haut. Et donc, on arrive à différencier les différents types de mangroves avec ce comportement différent du rayonnement par rapport au fait que la mangrove soit dense ou dégradée. À partir de ces images satellitaires, les scientifiques produisent des cartes montrant la répartition des mangroves selon leur degré de dégradation. Ces cartes sont ensuite complétées par des inventaires de terrain. Cette carte-là, on l'établit avec les biologistes parce qu'eux, ils vont aussi faire des mesures sur le terrain pour valider ce que nous trouvons avec les images. Ils vont faire des mesures de hauteur d'arbres, des mesures de diamètre d'arbres, ils vont faire des inventaires. De l'autre côté, cette carte-là, elle va être utilisée également par les économistes parce qu'eux, ils vont aller chercher comment les gens utilisent la forêt, par exemple. Ils vont faire des enquêtes, combien de bois les gens vont aller prendre dans la forêt, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quelles sont les plantes médicinales qu'ils cherchent dans la forêt. Et ils essaient de valoriser tout ça
Et après, ils peuvent donner une valeur monétaire des écosystèmes. Les méthodes monétaires permettent, grâce à différentes techniques statistiques, d'estimer en termes économiques les bénéfices que les populations tirent de la biodiversité. Elles sont notamment précieuses pour chiffrer tout ce qui ne fait pas l'objet d'un échange marchand, comme la production agricole vivrière, la collecte de bois ou encore la protection des villages contre les inondations. Produites souvent sous la forme d'une valeur à l'hectare et par an, exprimées en monnaie, ces estimations servent à prendre la mesure de la dépendance des humains à la biodiversité et à reconnaître la valeur économique de certains espaces pour mieux justifier leur préservation. La répartition géographique de ces valeurs et des activités associées, comme ici sur cette carte, sont en outre des informations utiles pour la gestion de ces espaces, notamment dans les aires protégées. En étudiant la façon dont ces valeurs se répartissent, selon le niveau de vie des populations, on peut également identifier les inégalités existantes et tenter de les réduire. Mais ces méthodes biophysiques et monétaires sont parfois contestées, car elles ne prennent pas en compte de manière satisfaisante certaines valeurs, notamment les valeurs relationnelles. C'est ce que cherchent à faire les méthodes socioculturelles, qui se focalisent sur les visions et connaissances des gens dans leur diversité. Comme nous allons le voir maintenant avec un exemple à un Karafinsk. La Q-méthode, Q-méthodologie, est une méthode qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle a une approche qualitative et quantitative. Elle permet d'identifier la diversité des opinions de la population de manière générale. Dans le cadre de ma thèse, j'utilise cette méthode pour identifier la diversité des opinions de la population locale sur les valeurs associées à la biodiversité. Pour ça, dans un premier temps, nous avons réalisé des entretiens pour identifier justement ce panel de diversité d'opinions et identifier des affirmations qui nous paraissaient pertinentes pour capter ces trois grands types de valeurs. Pour les enquêtes qu'on réalise, on réalise donc des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on a un guide d'entretien qui a été élaboré en amont et on va vraiment chercher à creuser le lien que les gens ont avec la nature et ça va se représenter par exemple en posant des questions du type quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle de nature. Donc on va aller chercher les liens, quels sont les lieux qu'ils apprécient, quels sont les lieux qu'ils aiment moins? Est-ce qu'il y a des espèces qu'ils apprécient particulièrement? Est-ce qu'il y a des rites? Est-ce qu'il y a des coutumes associées à la nature? Est-ce qu'il y a des paysages qu'ils trouvent beaux? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment bien entendre? Qu'est-ce qui fait qu'on se trouve chez eux, ici, et pas ailleurs? Est-ce qu'il y a des espèces qui montrent ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on visualise qui montrent ça? À partir de ces entretiens, sont déterminées des phrases ou affirmations qui représentent la pluralité des valeurs mentionnées par les individus interrogés. Une fois que nous avons fait ça, nous demandons aux gens de classer et de hiérarchiser ces affirmations en utilisant une grille en forme pyramidale, qui est la base de la Q-méthode. Une fois que nous avons interrogé différents individus, un panel d'individus, nous allons analyser la manière dont ils ont rempli la grille et classé ces valeurs pour comprendre si nous pouvons expliquer la diversité de ces opinions par rapport à des paramètres sociodémographiques, c'est-à-dire le fait que ce soit des femmes, des hommes, leur âge, leur type d'activité, etc. Dans ce cas d'étude, de représentation de la nature se distinguent parmi les enquêtés. D'une part, les personnes qui privilégient les valeurs liées à la tradition, aux ancêtres et aux générations futures, avec une vision plutôt relationnelle. Et d'autre part, les personnes qui voient surtout la biodiversité comme source de biens et services, une vision plutôt instrumentale. Mais une des limites de ce genre de méthode est qu'elle reste à un niveau individuel. Il n'y a pas de débat, négociation ou confrontation directe entre les enquêtés. Pour cela, il faut se tourner vers d'autres méthodes, plus collectives et délibératives, telles que le théâtre-forum. Le théâtre-forum est une forme de théâtre participatif qui permet aux personnes d'exprimer et d'échanger leur point de vue sur des situations données. En partenariat avec une troupe de théâtre, les scientifiques conçoivent une pièce, comme le montrent ici ces images issues d'un projet réalisé au Maroc.
Composée de 3 scénettes, la pièce met en jeu des situations dans lesquelles s'expriment des différences de point de vue, de comportement et qui mettent en lumière de potentielles injustices. Une fois la pièce jouée devant le public concerné, un animateur appelé Joker demande à l'assistance ce qui, de son point de vue, pose problème dans les situations présentées. Les personnes volontaires sont alors invitées à monter sur scène pour proposer des pistes de solutions aux problèmes identifiés. Ce faisant, le théâtre forum aide à la fois à faire ressortir ce qui est important pour les gens, mais aussi à accompagner le public dans un débat sur ce qui est juste ou injuste, désirable ou indésirable, et sur les solutions envisageables. Donc, dans notre cas, pour prendre en compte la pluralité des valeurs, notamment dans des contextes de transformation territoriale, nous avons développé des dispositifs de théâtre participatif. Alors concrètement, nous avons mis en scène différentes formes d'attachement, de valeurs associées à des lieux, et puis nous avons théâtralisé des situations de négociation au sujet de la transformation de ces lieux. Et à l'issue de la représentation, les différentes personnes, différents membres des publics étaient invités à expliciter les raisons pour lesquelles, de leur point de vue, il était important de conserver tel ou tel lieu ou les conditions de leur transformation pour maintenir leurs valeurs. Pour conclure, il y a un grand panel de méthodes pour renseigner les valeurs de la biodiversité, chacune avec ses avantages et ses limites, et chacune adaptée à des objectifs spécifiques. Toutes ces méthodes sont donc complémentaires et c'est pourquoi les scientifiques préconisent de réaliser des évaluations intégrées en associant évaluation biophysique, monétaire et socioculturelle et en impliquant les individus mais aussi les collectifs. Tout ce travail est capital car la conservation de la biodiversité ne sera jamais une réalité si elle se fait au détriment des humains, si elle produit de nouvelles inégalités et injustices et si elle ne tient pas compte des intérêts des personnes les plus vulnérables.